Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par l'INRS intitulé « Travailler en période de forte chaleur, quelle prévention ?» Donc je me présente, Jennifer Schettel, responsable du pôle information juridique à l'INRS. Nous allons animer ce webinaire avec mon collègue Franck Rivière, chef du département études assistance médicale également à l'INRS, pour vous présenter les mesures de prévention et les risques en cas d'exposition à de fortes chaleurs. Donc tout d'abord, merci à tous les participants de ce webinaire de vous être inscrits nombreux, d'avoir posé des questions variées. Nous répondrons à une sélection de ces questions à la fin du webinaire, sachant qu'un certain nombre d'entre elles ont été reprises tout au long de cette présentation. Enfin, avant de commencer, je vous précise que cette présentation sera téléchargeable et à votre disposition dans l'onglet « Documents » de la plateforme afin que vous puissiez la télécharger. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer par vous présenter le cadre juridique, la réglementation applicable, concrètement que prévoit le Code du travail en matière d'exposition et de risques liés à de fortes chaleurs. Et on vous présentera par la suite des généralités sur les échanges thermiques, quels sont les effets sur la santé de ce risque, quelles sont les mesures de prévention à mettre en place par l'employeur notamment pour protéger ses salariés. Et enfin, nous répondrons à un certain nombre de vos questions avant de vous indiquer un certain nombre de ressources documentaires vous permettant de rester informé et d'y avoir accès par la suite. Pour commencer, nous allons donc évoquer le sujet du cadre juridique que prévoit la réglementation concernant les fortes chaleurs. Donc tout d'abord, pour poser un peu le contexte, de nombreux salariés sont exposés à de fortes chaleurs, soit liés directement à leur activité professionnelle. On pense notamment à tous les salariés qui travaillent dans les teintureries, les blanchisseries, les cuisines, les ateliers de soudure, mais également liés au climat. Et là, effectivement, on pense aux salariés du BTP, aux jardiniers qui, en période de forte chaleur, sont directement exposés. Ces fortes chaleurs sont susceptibles de générer des risques pour la santé, parfois graves, voire des accidents du travail. Effectivement, on pense aux coups de chaleur, au malaise, déshydratation, brûlures, des effets qui peuvent être liés à ce contexte de forte chaleur. À partir de là, un certain nombre de questions se posent, que vous nous avez d'ailleurs posées au préalable et sur lesquelles nous allons revenir. Donc la principale question et une des questions qui revient fréquemment, c'est celle de la température. À partir de quelle température doit-on mettre en place des mesures de prévention ? Quelles sont les obligations de l'employeur concernant ce risque forte chaleur ? Comment évaluer ce risque ? Et enfin, une dernière question qui peut être amenée à se poser, peut-on arrêter de travailler en cas de forte chaleur ? À partir de là, je vais vous présenter les obligations de l'employeur, l'évaluation des risques et la mise en place des mesures de prévention. Et Franck reviendra sur le suivi de l'état de santé et les effets sur la santé. Alors, les obligations de l'employeur. L'un des grands principes qui s'appliquent, et ce, quels que soient les risques en entreprise, et qui n'est pas limité aux risques forte chaleur, c'est l'obligation de sécurité de l'employeur. Puisqu'en effet, l'employeur, c'est celui qui va mettre en place dans l'entreprise la démarche de prévention. C'est lui qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. À partir de là, c'est à lui de mettre en place un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Et comment ? Sur la base de ce qu'on appelle les principes généraux de prévention, qui vont être supprimer les risques, évaluer les risques, informer ses salariés, prévoir des équipements de protection individuelle. Et ces grands principes vont s'appliquer, quels que soient les risques, chute de hauteur, incendie ou autres, et forcément vont s'appliquer en cas de risque de forte chaleur. L'un des principes qui est aussi posé par le Code du travail, c'est l'obligation de prendre en compte les ambiances thermiques. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de travail de forte chaleur, mais ça marche aussi pour le froid en hiver. Donc concrètement, comment va faire l'employeur pour prendre en compte ces ambiances thermiques et ce risque d'exposition à de fortes chaleurs ? Il va devoir évaluer les risques. Sur la base de cette évaluation des risques, retranscrire les résultats dans le document unique. Et enfin, élaborer un certain nombre de mesures d'action, donc ce qu'on appelle un plan d'action, avec un certain nombre de mesures de prévention. À partir de là, une fois que l'on a vu ces grands principes généraux, que prévoit donc concrètement cette réglementation ?
Donc, comme je viens de vous le dire, un certain nombre de principes généraux vont s'appliquer sur ce risque, mais à côté, il va quand même y avoir un certain nombre de dispositions particulières propres aux ambiances de travail qui vont également exister. Mais la première chose à retenir, c'est que dans le Code du travail, il n'y a aucune indication de température au-dessus de laquelle il va être considéré comme étant dangereux ou interdit de travailler. Donc c'est vrai que le Code du travail ne mentionne pas de température, il faut appliquer ces principes généraux ou ces dispositions particulières et évaluer les risques. Après, et on le verra quand on reparlera de la température, c'est vrai qu'à l'INRS, on considère quand même qu'à partir de 30 degrés pour une activité sédentaire, 28 degrés pour une activité physique, il y a plus de risques pour la santé. Et ce sont des valeurs, par contre, qui sont repères, qui ne sont pas strictement prévues par la réglementation, mais qui peuvent être indicatives pour un employeur qui ferait son évaluation des risques. Donc concrètement, comment faire cette évaluation des risques prévue par le Code du travail? Puisque, comme on vient de le dire, la réglementation n'impose pas ou ne prévoit pas strictement de température. Donc comme vous le voyez sur la présentation, on a quand même mis comme élément la température, puisque ça peut quand même être une indication avec ces valeurs repères précédemment citées. Ça peut être une indication via le site Météo France, qui peut donner des indications sur la vigilance météorologique. Mais il y a tout un nombre de paramètres à prendre en compte, autres que cette température. Il va falloir prendre en considération l'organisation du travail, les caractéristiques de l'environnement de travail, est-ce qu'il y a de l'humidité, la vitesse de l'air, etc. La tâche à effectuer, est-ce que le salarié est amené à avoir une activité physique ou plutôt sédentaire? Les caractéristiques de l'environnement de travail, l'aménagement des locaux, est-ce qu'il y a de la climatisation, est-ce qu'il y a des endroits ombragés? Et enfin, certains facteurs individuels sont également à prendre en considération, puisqu'il faudra notamment s'interroger sur les mesures à mettre en place si une salariée est enceinte, si un salarié a des pathologies chroniques, prend des médicaments. Et ça, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des effets sur la santé. L'un des points aussi à prendre en considération dans le cadre de cette évaluation des risques, c'est la consultation du comité social et économique, puisque ça peut être une opportunité à saisir. Ça va permettre aux salariés de s'impliquer et de faire valoir leur point de vue dans le cadre de cette évaluation des risques et des mesures de prévention à mettre en place. Concrètement, une fois que l'employeur a fait cette évaluation des risques, il va retranscrire les résultats dans ce que l'on appelle le document unique d'évaluation des risques, donc qui n'est pas spécifique au risque forte chaleur, qui va retranscrire les résultats de tous les risques de l'entreprise, mais il faudra aussi prévoir un endroit reprenant les effets, les mesures de prévention sur ce risque qui est l'exposition à de fortes chaleurs. Une fois que ce risque est évalué, l'employeur y intégrera un certain nombre de mesures de prévention dans ce que l'on appelle soit le plan d'action, soit le PAPRIPACT, qui sont les documents prévoyant les mesures à prendre, les formations, les consignes de travail, les ressources de l'entreprise, le calendrier de mise en œuvre, étant précisé que le plan d'action, ça va être pour les entreprises de moins de 50 salariés, et ce qu'on appelle le PAPRIPACT, ça va être pour les entreprises de plus de 50 salariés. Mais dans les deux cas, ça prévoit les mesures de prévention à mettre en œuvre sur ce risque. Une fois que l'on a évoqué cette évaluation des risques, on va pouvoir rentrer aussi dans le concret sur les mesures de prévention que l'employeur va pouvoir mettre en place. Donc l'un des premiers dispositifs, mesures à mettre en place, ça va être la formation et l'information des salariés. Donc ce principe, la formation, c'est un principe général de prévention qui va s'appliquer à tous les risques. Mais en cas de forte chaleur, il va falloir l'adapter, informer les salariés sur les risques spécifiques liés à la chaleur, sur quels sont les postes de travail qui exposent à de fortes chaleurs, quelles vont être les mesures de prévention prévues par rapport à ces postes, et concrètement comment se protéger du soleil, et quelles vont être les mesures d'organisation qui sont mises en place. À partir de là, donc, il faudra mettre en place des formations adaptées, indiquer aux salariés comment se protéger du soleil, que faire en cas de coup de chaleur, etc. Pour ces dispositifs de formation et d'information des salariés, l'employeur est libre d'informer ses salariés par mail, par affichage, le matin en arrivant, etc. Sachant qu'il pourra toujours se faire conseiller par le médecin du travail pour adapter le contenu de ces formations.
Donc, une autre obligation de l'employeur va être de fournir donc, des moyens, des équipements de protection adaptés, donc des équipements de protection individuels notamment, qui vont pouvoir permettre de réduire l'inconfort thermique lié à la chaleur. Donc ça peut être par exemple des vêtements de travail de couleur claire, ce qu'on appelle des couvre-chefs, des chapeaux, des casquettes, étant précisé que si le salarié a l'obligation de porter un casque, notamment dans le BTP, il faudra, ça ne sera pas négociable, le casque qui protège sera prioritaire à la casquette qui protège du soleil. À partir de là, l'employeur devra en fournir en nombre suffisant. Il lui appartiendra également de les entretenir et ce sera à lui, bien évidemment, d'en assumer le coût financier. Donc voilà pour tout ce qui est équipement de protection et moyens de protection adaptés. La réglementation prévoit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi un certain nombre de dispositions plus spécifiques sur le travail par forte chaleur et notamment des dispositions sur l'aménagement des postes de travail. Donc l'employeur doit notamment aménager les postes de travail extérieurs de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les conditions atmosphériques, donc notamment du soleil et de la chaleur. Il doit mettre à disposition de ses salariés un endroit à l'ombre, assurer une température adaptée lorsque les salariés travaillent à l'intérieur, donc dans des locaux intérieurs. Donc ça peut être de la climatisation, une isolation, essayer de régler la fermeture, l'ouverture des portes. Et parmi ces autres obligations, il doit également mettre en place des aides à la manutention manuelle afin de réduire la charge physique de travail et éventuellement la transpiration en cas de forte chaleur. L'un des autres points à aborder est la question du rôle du médecin du travail qui va avoir un rôle essentiel à jouer par rapport à ce risque d'exposition à de fortes chaleurs puisque tout ce qui concerne les mesures de prévention, les dispositions prises pour assurer la protection des salariés nécessite l'avis du médecin du travail. Donc celui-ci pourra proposer des mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail dans l'entreprise, adapter les postes, les rythmes de travail à la santé des salariés. Il pourra également éventuellement proposer des mesures d'aménagement, de transformation du poste, ou alors même des changements ou des aménagements en termes de temps de travail. Une autre question qui revient fréquemment est celle du droit de retrait. Concrètement, un salarié peut-il se retirer de son poste, arrêter de travailler en cas de forte chaleur ou s'il estime qu'il a trop chaud et que le travail n'est plus adapté? Alors concrètement, et d'un point de vue juridique, ce droit de retrait est conditionné à ce qu'on appelle une situation de danger grave et imminent. C'est-à-dire que si le salarié se sent menacé par un danger grave et imminent, et c'était vraiment une appréciation subjective de la part de ce salarié, il pourra interrompre ses activités, quitter son poste de travail ou alors refuser de s'y installer tant que l'employeur n'aura pas mis en place des mesures de prévention adaptées. Le salarié n'aura pas à prouver qu'il y a bien un danger, mais il devra, entre guillemets, démontrer à son employeur qu'il se sent menacé par les températures extrêmes liées à son poste de travail. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une appréciation subjective de ce dispositif du point de vue du salarié. Derrière, aucune sanction financière ne pourra être prise à son encontre si l'employeur n'a pas pris les mesures adaptées. Après, concrètement, si l'employeur a fait tout ce qu'on a dit au préalable, évalué les risques, mis en place les mesures de prévention appropriées, normalement la situation de danger devrait être limitée et on ne devrait pas en arriver là. Un des autres éléments essentiels, une autre obligation de l'employeur, est celle d'organiser dans son entreprise les soins d'urgence à donner aux salariés accidentés et aux malades. C'est ce qu'on appelle donc l'organisation des secours. Donc celui-ci, l'employeur pourra se faire conseiller par le médecin du travail sur toute la procédure à mettre en place pour l'organisation des secours. Cette organisation se fera bien évidemment en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et derrière, elle impliquera la présence dans l'entreprise de personnels spécialement formés aux premiers soins qui seront à même de réagir en cas de coup de chaleur, de déshydratation. Ils auront le matériel adapté. Et enfin, il faudra que l'employeur ait prévu tout un protocole interne d'administration des soins d'urgence et d'appel des services de secours, qui concrètement appelés en cas de malaise, de coup de chaleur, de déshydratation. Maintenant que l'on a vu les dispositions générales, les principes généraux de prévention, l'évaluation des risques,
Il faut savoir que sur ce risque d'exposition à de fortes chaleurs, le Code du travail prévoit également des dispositions particulières, spécifiques, destinées à protéger notamment des salariés considérés comme plus vulnérables. Donc l'un des premiers principes, ou premières dispositions spécifiques, concerne les jeunes travailleurs. Donc les jeunes travailleurs, ce sont les salariés de moins de 18 ans. Il y a un principe dans le Code du travail qui prévoit tout simplement l'interdiction de les affecter à des travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à leur santé. Donc comme vous le voyez, on parle de température extrême. Donc une fois encore, le Code du travail ne va pas donner de valeur spécifique. On n'est pas dans les 30 degrés, les 28 degrés. On considère qu'une température trop chaude et trop froide, ça marche aussi dans l'autre sens, un jeune travailleur ne devra pas être affecté à un poste de travail susceptible d'exposer à de fortes chaleurs. Donc à l'employeur d'évaluer ce risque et de prendre les mesures protectrices pour ces jeunes travailleurs. Il existe aussi dans le Code du travail un certain nombre de dispositions spécifiques applicables au chantier du bâtiment, BTP, avec notamment l'obligation de mettre à disposition des travailleurs un local, leur permettant un accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé, leur sécurité, en cas de survenance climatique susceptible de porter atteinte à cette santé et cette sécurité. Concrètement, s'il fait trop chaud, il faudra qu'il y ait un local leur permettant de s'abriter, de se protéger de l'ombre. Une autre disposition spécifique pour ces travailleurs du BTP est celle de fournir au moins 3 litres d'eau par jour et par travailleur à chaque salarié amené à aller sur un chantier. Donc c'est vrai que pour tous les autres secteurs, postes de travail, l'employeur a l'obligation de fournir de l'eau fraîche, rafraîchissante. Mais là, on est dans une disposition vraiment spécifique sur 3 litres d'eau. Après, à l'employeur de décider comment fournir cette eau, par des gourdes, des bouteilles. C'est à l'employeur de décider ce qui est le plus judicieux. Enfin, une autre disposition prévue par le Code est celle de pouvoir arrêter le travail en cas d'intempérie pour certaines activités. Enfin, un dernier point que je souhaitais quand même présenter, puisqu'il concerne quand même les risques liés aux fortes chaleurs, est ce que l'on appelle le dispositif dit de pénibilité, donc qui est plutôt un dispositif de compensation que de prévention des risques, puisque ça va permettre aux salariés exposés notamment à des températures extrêmes. Donc là, pour le coup, la réglementation prévoit une vraie valeur, puisque là, on considère que cette température extrême dans le dispositif pénibilité, elle est de 30 degrés. Donc si le salarié est exposé plus de 900 heures sur une année à une température supérieure ou égale à 30 degrés, il pourra bénéficier de points qui seront crédités sur ce qu'on appelle le compte personnel de prévention, le C2P, et derrière, bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. Donc ça pourra être par exemple partir en formation pour accéder à des postes non exposés, bénéficier d'un temps partiel, financer un projet de reconversion professionnelle. Un certain nombre de mesures, mais qui sont, comme je vous l'ai dit, des mesures de compensation et pas de prévention. Donc à ne pas confondre avec tout ce que l'on a présenté avant et l'évaluation des risques, etc. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Franck Rivière qui va vous présenter un certain nombre de généralités sur les échanges thermiques et rentrer dans le sujet les effets sur la santé liés à ce risque d'exposition à de fortes chaleurs. Merci Jennifer. Bonjour à tous et à toutes. Je vais maintenant vous présenter quelques généralités sur les échanges thermiques. Et tout d'abord sur le bilan thermique avec les apports et les pertes. Les mécanismes de thermorégulation permettent de maintenir la température centrale autour de 37 degrés. Tout se passe bien si les apports et les pertes se compensent. Ainsi, ce sont des apports de chaleur, la production par le corps, le métabolisme de base, donc l'activité physique, la digestion également apporte de la chaleur, les transferts par l'environnement, c'est-à-dire les rayonnements solaires principalement, ou l'air ambiant chaud, et sont des pertes de chaleur, les transferts vers l'environnement qui sont obtenus grâce ou à travers la peau, et puis la respiration. Il existe 4 mécanismes qui interviennent dans la thermorégulation et il est utile de les illustrer afin de mieux les connaître. Vous trouverez les définitions scientifiques dans les ressources bibliographiques. Tout d'abord, il y a la convection. La convection, c'est le mécanisme qui est mis en œuvre pour les échanges de la chaleur entre les organes et le sang, mais également entre les tissus sous-cutanés et la peau, et les poumons et l'air ambiant. Un autre mécanisme
est la conduction qui nécessite un contact. C'est ce qui se passe entre la peau et les vêtements. Un troisième mécanisme est le rayonnement, qu'on appelle aussi la radiation, qui ne nécessite pas de contact, et c'est le mécanisme qui est mis en œuvre entre la peau et le rayonnement solaire. Un quatrième mécanisme très important est l'évaporation. Entre la peau et l'air ambiant, c'est ce qu'on appelle la sudation ou la transpiration. Pour évacuer la chaleur, il faut que la sueur s'évapore. Et puis entre les poumons et l'air ambiant, à travers la respiration. Nous allons maintenant nous concentrer sur la sudation, qui est un mécanisme très efficace pour lutter contre la chaleur si la sueur s'évapore, notamment grâce à des déplacements d'air. Cependant, la sudation entraîne la perte d'eau et de sels minéraux par l'organisme. On parle de perte hydroélectrolytique et il va falloir compenser ces pertes qui peuvent être à l'origine d'effets sur la santé. C'est ce qu'on appelle la déshydratation. La sudation, si elle ne se réalise pas, elle sera donc inefficace si la sueur est essuyée au niveau de la peau, si l'on porte des vêtements ou des équipements qui sont isolants empêchant l'évaporation de la sueur ou en cas d'ambiance trop humide qui empêchera également la sueur de s'évaporer. Ce mécanisme donc peut être dépassé et il peut participer à la survenue d'un coup de chaleur dont nous parlerons tout à l'heure. Les paramètres qui influencent le bilan thermique et la tolérance à la chaleur sont d'une part des facteurs ambiants, la température de l'air, la vitesse de l'air, l'humidité, le rayonnement solaire, des facteurs plus liés à l'activité comme les efforts physiques, l'isolement des vêtements et des équipements, mais aussi la possibilité d'accéder à un point d'eau, et enfin des facteurs individuels que nous allons maintenant préciser. Les facteurs individuels concernent l'âge, avec la tolérance à la chaleur qui est moindre chez les sujets âgés, le genre, les femmes transpirent moins et le déclenchement sudoral est plus lent que chez l'homme, le rythme nictéméral intervient également, la température centrale étant plus élevée en journée que la nuit, du fait entre autres de l'activité musculaire qui produit de la chaleur. Concernant l'état de santé, certaines affections chroniques peuvent accentuer les effets néfastes de la chaleur, comme les maladies neuropsychiatriques, les maladies respiratoires ou cardiovasculaires, rénales ou endocriniennes, voire métaboliques, comme l'obésité par exemple. Un facteur individuel très important à considérer est l'acclimatation du sujet à la chaleur. C'est une adaptation physiologique de l'organisme lorsque le sujet est exposé à la chaleur. Cette adaptation est progressive en 8 à 12 jours et surtout transitoire, disparaissant après 8 jours sans exposition à la chaleur. Ce qui demande d'être particulièrement vigilant lors des premiers jours de forte chaleur et en l'absence d'exposition préalable. On sera donc attentif pour un nouvel embauché ou au retour de congé. Maintenant, nous allons discuter des effets sur la santé, en commençant par l'effet le plus grave, à savoir le coup de chaleur. Il correspond à une défaillance aiguë de la thermorégulation associant une hyperthermie majeure avec une température corporelle supérieure à 40 degrés Celsius et des troubles neurologiques pouvant aller jusqu'au coma. Des signes précurseurs d'altération de l'état général peuvent exister et doivent alerter. Je vous les présenterai à la suite. Il y a un risque de décès ou de séquelles cérébrales et le pronostic est donc lié à la rapidité de la prise en charge. C'est une urgence médicale. Voici donc quels signes doivent vous alerter et la conduite à tenir en cas de survenue d'un coup de chaleur. Nous allons maintenant passer au syndrome d'épuisement-déshydratation qui survient en quelques jours suite à la perte excessive d'eau et de sels minéraux. La température corporelle s'élève au-delà de 38 degrés, mais sans atteindre les 40 degrés. Des symptômes vont apparaître, la soif, la transpiration abondante, une fatigue intense, des maux de tête, des vertiges, une faiblesse musculaire, des nausées, des vomissements et des pertes de connaissance brèves. Sa prise en charge initiale est identique à celle du coup de chaleur, pour éviter une évolution vers ce dernier. D'autres effets sont possibles.
Une éruption cutanée due au phénomène de macération lié à la sueur au niveau des zones de peau couvertes, des crampes musculaires, des œdèmes des extrémités liés à la dilatation des vaisseaux sanguins du fait de la chaleur, certaines affections chroniques comme des maladies neuropsychiatriques respiratoires ou cardiovasculaires, rénales, endocriniennes peuvent s'aggraver du fait de la chaleur. On peut aussi observer, du fait de la chaleur, une diminution des performances cognitives, une baisse de la vigilance, une augmentation des temps de réaction, des mains moites glissantes, ces derniers points pouvant entraîner la survenue d'un accident du travail. Nous allons maintenant présenter quelques mesures de prévention. Les principes de la prévention seront de réduire l'exposition à la chaleur externe, réduire la production de chaleur, favoriser l'évaporation de la sueur et compenser les pertes hydroélectrolytiques. Les moyens, eh bien, cela repose sur une évaluation des risques, l'élaboration de mesures de prévention et l'anticipation de leur mise en place. Il ne faut pas attendre la chaleur. Ces mesures vont reposer sur des mesures collectives, des mesures individuelles, des mesures organisationnelles et aussi sur l'organisation des secours. On pourra aussi s'appuyer sur des retours d'expérience si une situation était arrivée au sein de l'entreprise. Quelques exemples de mesures techniques collectives. Dès la conception des locaux de travail, savoir limiter les apports de chaleur venant de l'extérieur, isolation des bâtiments, stores, assurer une ventilation efficace, climatiser les lieux de travail. Pour les chantiers et les travaux en extérieur, délimiter des zones ombragées, des aires de repos climatisées, mettre en place une climatisation notamment dans les véhicules tels que les engins de chantier et installer des sources d'eau potable fraîche à proximité des postes de travail. D'autres mesures sont bien évidemment possibles. Des exemples de mesures techniques individuelles, savoir limiter les efforts physiques par la mise à disposition d'aides mécaniques à la manutention par exemple, savoir fournir des tenues de travail adaptées permettant l'évacuation de la sueur. Les équipements de protection individuelle doivent être portés même en cas de forte chaleur. Il convient donc en amont des périodes de forte chaleur de les choisir les plus adaptés possibles à ce type de conditions. Quelques exemples de mesures individuelles qu'il faudra anticiper et promouvoir au sein des entreprises auprès de ses salariés, c'est boire de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir soif, la soif étant un signe de déshydratation. Quand on boit parce qu'on a soif, c'est déjà trop tard, on est déjà déshydraté. Adapter son rythme de travail à sa tolérance à la chaleur, se mettre à l'ombre dans une ambiance fraîche, éviter les efforts physiques inutiles, utiliser les aides à la manutention qui sont mis à disposition, porter des vêtements favorisant l'évaporation de la sueur et utiliser éventuellement des équipements rafraîchissants comme cela existe maintenant, des gilets ou des serviettes. Quelques exemples de mesures organisationnelles: éviter de travailler aux heures les plus chaudes de la journée, limiter ou reporter les efforts physiques si possible, permettre des pauses plus fréquentes et plus longues dans des lieux frais et ombragés, mécaniser les tâches physiques si possible, permettre aux salariés d'adapter leur rythme de travail, éviter le travail isolé, la surveillance mutuelle est très importante, prendre en compte la période d'acclimatation, au moins 8 jours, et permettre de promouvoir les comportements individuels protecteurs, l'eau, les équipements qui peuvent être utilisés. Lors des périodes de forte chaleur, particulièrement à partir de 28 degrés pour un poste de travail nécessitant une activité physique ou 30 degrés pour un travail de bureau, la chaleur peut constituer un risque pour la santé des salariés. Ce ne sont que des valeurs repères qui ne garantissent pas l'absence de risque en dessous de ces températures. Il convient donc de réévaluer régulièrement la situation et si l'employeur considère que ses salariés sont en danger, eh bien il doit faire cesser le travail. La vérification quotidienne des niveaux de chaleur est nécessaire à l'organisation du travail et doit être adaptée en conséquence. Il existe une veille quotidienne disponible pour chaque département du 1er juin au 31 août en suivant le lien mentionné sur la diapositive. Et en cas de canicule, la plateforme téléphonique Canicule Info Service, dont voici le numéro, qui donne des informations complémentaires. Pour rappel, on parle de canicule lorsque les températures observées sont élevées jour et nuit pendant 3 jours d'affilée.
Les seuils d'alerte ne sont pas identiques d'une région à une autre région. Exemple pour Paris, c'est 31 degrés le jour et 21 degrés la nuit, alors que pour Marseille, c'est 35 degrés le jour et 24 degrés la nuit. D'autres mesures sont essentielles, prévoir l'organisation des secours, sensibiliser, informer et former les salariés, et je reviens sur le principe de surveillance mutuelle. Je vais maintenant repasser la parole à Jennifer pour vos questions. On va donc désormais passer aux questions que vous nous avez posées en amont à ce webinaire. Donc, nous en avons sélectionné un certain nombre qui sont revenus à plusieurs reprises. La première question à laquelle j'ai déjà répondu au début, mais qui me semblait indispensable de remettre puisqu'elle est vraiment revenue de nombreuses fois, est celle de la température. À partir de quelle température et sur quelle durée doit-on adapter les conditions de travail ? Donc, comme vous l'avez compris, il n'existe pas dans le Code du travail de température maximale au-delà de laquelle il est interdit de travailler. L'employeur est quand même toutefois tenu de prendre en compte cette température et de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé de ses travailleurs. Par contre, comme on vous l'a dit, il existe des températures repères, des températures balises, qui vous permettent quand même d'avoir un certain nombre d'indications pour évaluer les risques en entreprise, sur des chantiers, à l'extérieur. Ces valeurs étant de 30 degrés pour un poste sédentaire et 28 degrés pour un poste d'activité physique. La deuxième question concerne les outils de communication à mettre en place, à diffuser pour informer les salariés. Donc, il y a effectivement une obligation d'informer les salariés sur les risques, sur les postes de travail exposés à ce risque force chaleur. Après, l'employeur reste libre du choix de ses outils. Ça peut être des affichages aux endroits stratégiques. D'ailleurs, on vous en présentera un certain nombre d'affiches qui existent notamment au niveau de l'INRS. Ça peut être la diffusion de mails, ça peut être des moments dits de prévention le matin quand les salariés arrivent sur le chantier ou en entreprise, où on prend 10 minutes, 15 minutes pour leur rappeler les bonnes pratiques, le fait que voilà, aujourd'hui il va faire chaud, pensez à vous hydrater, pensez à vous protéger, etc. Mais l'employeur reste libre de ces outils. Une troisième question concerne les mesures de prévention possibles lorsque nous ne pouvons pas décaler les horaires de travail, puisqu'effectivement, l'organisation, l'aménagement des horaires reste une des mesures à mettre en place où l'on conseille aux employeurs, aux salariés, si c'est possible, de venir travailler aux heures les moins chaudes. Après, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours adapté aux choix des salariés. Donc à partir de là, il faudra réfléchir à d'autres mesures qui pourront être envisager une rotation des tâches lorsque les postes en donnent la possibilité, prévoir une période d'acclimatation suffisante pour assurer par exemple des travaux plus lourds, impliquant plus de charges physiques, aménager des aires de repos climatisées, fournir de l'eau fraîche, privilégier le travail d'équipe aussi pour éviter aussi le travail isolé. Un certain nombre de mesures qui pourront permettre de garantir la santé et la sécurité de ces salariés en cas de forte chaleur. Enfin, une dernière question qui a été posée concerne la réglementation applicable concernant la tenue de travail et concrètement, est-ce que le port du short est autorisé, notamment l'été, en cas de forte chaleur ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, le choix vestimentaire reste une liberté pour chaque salarié. C'est quand même un principe fondamental accordé aux salariés de ce choix vestimentaire. Toutefois, pour des raisons notamment de sécurité, l'employeur peut imposer une tenue spécifique, voire interdire le short s'il considère que c'est dangereux. Donc il fera juste qu'il démontre en quoi porter un short, et ça marche également pour des sandales, des tongs ou autres. Ça peut nuire soit à l'image de l'entreprise, soit ça ne répond pas à des impératifs de sécurité. Si par exemple le salarié est amené à travailler, à manipuler des produits dangereux, à travailler sur un chantier, le short ne sera peut-être pas la tenue la plus adaptée. Donc le port de vêtements de travail spécifiques peut alors être exigé et le port du short interdit. C'est à lui de décider. Je vais repasser la parole à mon collègue qui va vous donner un certain nombre d'informations et de ressources documentaires vous permettant de rester informé sur ce risque. Pour vous informer, vous pouvez trouver des ressources disponibles sur le site de l'INRS, un dossier web Travail à la chaleur, une brochure portant sur le travail par forte chaleur en été, comment agir, un dépliant sur le travail lors des périodes de forte chaleur
ayez les bons réflexes, des affiches que vous pouvez soit télécharger, soit commander auprès de l'INRS, une infographie sur le coup de chaleur et sur la période de forte chaleur et travail, quelle prévention. Vous trouverez aussi des vidéos et enfin un article publié dans Référence en santé au travail sur le travail en ambiance thermique chaude. Je vous remercie de votre attention et de votre participation, ainsi que des questions qui nous ont été posées. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.